Saviez-vous que l'écran de votre téléphone portable, le ciment de votre maison, l'engrais de vos aliments et même le sel que vous consommez quotidiennement, tout cela provient des profondeurs de la Terre, de processus géologiques qui se sont développés pendant des milliards d'années pour former les minéraux les plus courants qui nous entourent? L'histoire de ces composants essentiels est aussi ancienne que l'existence même de notre planète, et comprendre leur origine, c'est démêler une partie fondamentale de la mécanique terrestre et sa profonde connexion avec la vie humaine. Pour comprendre la genèse fascinante des minéraux, nous devons d'abord définir ce qu'ils sont exactement. Un minéral est, par essence, une substance solide inorganique qui se trouve naturellement, possède une structure interne atomique ordonnée et une composition chimique définie et constante. Il est fondamental qu'il soit inorganique, ce qui le distingue des composés organiques produits par les êtres vivants. La structure atomique ordonnée signifie que ces atomes sont disposés selon un motif répétitif tridimensionnel, formant un réseau cristallin qui est unique à chaque minéral. Cette disposition est ce qui détermine beaucoup de ses propriétés physiques, de sa dureté à la forme de ses cristaux. La composition chimique définie signifie qu'un minéral spécifique aura toujours la même proportion d'éléments chimiques, bien qu'il puisse y avoir de petites variations ou substitutions. La Terre, depuis sa naissance il y a environ 4,540 milliards d'années, a été un laboratoire gigantesque où la combinaison de températures extrêmes, de pression colossale et la présence de divers éléments chimiques a donné naissance à une étonnante variété de minéraux. Au début, notre planète était une masse fondue, un océan de magma ardent. À mesure que cette masse a commencé à se refroidir, les premiers minéraux ont commencé à cristalliser directement de ce magma primordial. Ce processus de solidification du magma est l'une des voies principales pour la formation de minéraux et de roches. L'un des processus les plus prolifiques pour la formation des minéraux est la cristallisation à partir d'un magma ou d'une lave. Lorsque le magma, qui est de la roche en fusion sous la surface terrestre, ou la lave, qui est le magma qui a émergé à la surface, se refroidit, les atomes et les molécules qui y sont dissous commencent à perdre de l'énergie et à s'unir en motifs ordonnés, formant des structures cristallines. La vitesse à laquelle ce matériau fondu se refroidit est un facteur déterminant pour la taille des cristaux résultants. Si le refroidissement est très lent, comme cela se produit dans les profondeurs de la croûte terrestre, les atomes ont suffisamment de temps pour se déplacer et s'agréger de manière ordonnée, formant des cristaux bien définis comme ceux que l'on trouve dans le granit. Un exemple palpable de cela est le quartz, dont la formule chimique est le dioxyde de silicium. Le quartz est l'un des minéraux les plus abondants dans la croûte continentale terrestre. Il se forme couramment dans les roches ignées intrusives comme le granit, où le lent refroidissement du magma permet à ces cristaux d'atteindre des tailles qui peuvent être de plusieurs centimètres ou même plus grandes. Le quartz, sous sa forme macrocristalline, est transparent, translucide ou laiteux et présente une dureté de 7 sur l'échelle de Mohs, ce qui le rend très résistant aux rayures. Il est si polyvalent qu'il est utilisé dans la fabrication du verre, comme abrasif dans l'industrie, en horlogerie pour ses propriétés piézoélectriques, et ses variétés colorées, comme l'améthyste violette ou la citrine jaune, sont largement valorisées comme gemmes. Un autre groupe de minéraux extrêmement courants et formés par ce processus sont les feldspaths. Ils constituent environ 50% de la croûte terrestre. Les feldspaths se divisent principalement en deux séries. Les feldspaths potassiques, comme l'orthose, qui sont riches en potassium, et les feldspaths plagioclases, qui forment une série de solutions solides allant de l'albite, riche en sodium, à l'anorthite, riche en calcium. Leur formation est intrinsèquement liée au refroidissement du magma. L'orthose a tendance à cristalliser à des températures plus basses dans les magmas riches en silice et en potassium, tandis que les plagioclases cristallisent dans une large gamme de températures et de compositions. Par exemple, dans un batholithe de granit, une immense masse de roche ignée qui s'est refroidie lentement à grande profondeur, nous trouverons de grands cristaux de quartz, d'orthose et de plagioclase, ainsi que des micas. Les micas, comme la muscovite et la biotite, sont des minéraux laminaires, caractérisés par leur clivage basal parfait, ce qui signifie qu'ils peuvent être séparés en fines lamelles. Ils se forment à partir du refroidissement de magma riche en eau et autres volatiles, et sont également des composants essentiels de nombreuses roches métamorphiques. La muscovite, transparente et de couleur claire, est utilisée comme isolant électrique, tandis que la biotite, sombre et riche en fer et en magnésium, est un minéral formateur de roches. Contrastant avec le refroidissement lent, si le magma émerge sous forme de lave et se refroidit rapidement à la surface, comme lors d'une éruption volcanique, les cristaux ont très peu de temps pour croître.
Le résultat est une roche à grains très fins, voire vitreuse comme le basalte ou l'obsidienne. Dans ces roches, les minéraux individuels peuvent être si petits qu'ils ne sont visibles qu'au microscope, ou même inexistants si le refroidissement est instantané et que du verre volcanique se forme. Par exemple, dans les basaltes du plateau du Columbia, dans le nord-ouest des États-Unis, on trouve de vastes cousses de roches volcaniques à grains fins, témoignant d'un refroidissement rapide. La série de réactions de Bowen est un concept fondamental qui explique la séquence de cristallisation des minéraux dans un magma en refroidissement. Elle décrit comment différents minéraux se forment à des températures spécifiques à mesure que le magma se solidifie. Elle se divise en deux branches principales, la série discontinue et la série continue. La série discontinue implique des minéraux ferromagnésiens, qui sont riches en fer et en magnésium. Le premier à cristalliser aux températures les plus élevées est l'olivine, un minéral vert pâle commun dans les roches ignées mafiques et ultramafiques comme le basalte et la péridotite. Par exemple, les plages de sable vert à Hawaï tirent leur couleur de l'abondance de cristaux d'olivine. À mesure que la température baisse, l'olivine réagit avec le fondu restant pour former des pyroxènes. Puis les pyroxènes réagissent pour former des amphiboles et enfin, à des températures encore plus basses, les amphiboles réagissent pour former la biotite, l'un des micas sombres. Chacun de ces minéraux a une structure cristalline distincte et une composition chimique qui change discrètement. D'autre part, la série continue décrit la cristallisation des feldspaths plagioclases. Aux hautes températures, le plagioclase riche en calcium, l'anorthite, cristallise. À mesure que le magma se refroidit, la composition du plagioclase change graduellement, incorporant plus de sodium jusqu'à ce que, à basse température, l'albite, riche en sodium, cristallise. Ces séries expliquent pourquoi certaines combinaisons de minéraux sont courantes dans des types spécifiques de roches ignées, et pourquoi il est rare de trouver, par exemple, de l'olivine et du quartz dans la même roche ignée. L'histoire géologique de ces roches ignées remonte à la formation de la croûte terrestre elle-même, ainsi qu'au processus de subduction des plaques tectoniques, où le matériau de la croûte océanique s'enfonce dans le manteau, fondant et générant de nouveaux magmas qui, en remontant, donnent naissance à des volcans et des chaînes de montagnes. La cordillère des Andes, par exemple, est un témoignage monumental de l'activité ignée associée à la subduction, avec d'innombrables affleurements de granit, de diorite et de roches volcaniques riches en minéraux mentionnés. Au-delà des hautes températures du magma, une autre voie fondamentale pour la formation de minéraux est la précipitation à partir de solutions aqueuses, notamment l'eau. L'eau est un solvant universel, capable de dissoudre une grande variété d'ions et de molécules. Lorsque les conditions physico-chimiques changent, ces ions dissous peuvent précipiter pour former des minéraux solides. Ce processus se produit de diverses manières, l'une des plus courantes étant l'évaporation des masses d'eau riches en sel. Un cas exemplaire est celui de la halite, communément appelée sel gemme ou chlorure de sodium. Ce minéral se forme lorsque de grands volumes d'eau salée, comme celle des mers ou des lacs salés, s'évaporent dans des climats arides. À mesure que l'eau s'évapore, la concentration de sel augmente, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus rester dissous et commence à cristalliser. De vastes gisements de halite se trouvent partout dans le monde, comme le salar de Uyuni en Bolivie, l'une des plus grandes réserves de sel et de lithium de la planète, avec une étendue de plus de 10 582 km², une véritable mer de sel blanc. La halite est indispensable à la vie, utilisée en cuisine, dans la conservation des aliments et dans une large gamme de procédés industriels, de la production de chlore à celle des plastiques. De manière similaire, le gypse ou sulfate de calcium dihydraté se forme également par évaporation d'eau de mer ou de lacs salés. C'est un minéral tendre, avec une dureté de 2 sur l'échelle de Mohs, ce qui le rend facile à couper et à mouler. Les gisements de gypse sont très courants et sont massivement exploités pour la fabrication de plaques de plâtre, appelées drywall, utilisées dans la construction de murs intérieurs ainsi que pour la production de ciment et d'engrais. Les célèbres grottes de Naica à Chihuahua au Mexique abritent certains des cristaux de gypse les plus grands et les plus spectaculaires du monde, avec des cristaux de sélénite dépassant les 10 mètres de long, témoignant d'un processus de cristallisation lent et prolongé dans des eaux souterraines riches en sulfate de calcium et à une température constante. Une autre forme de précipitation cruciale est celle qui se produit par l'intermédiaire de fluides hydrothermaux. Ce sont des fluides chauds, généralement de l'eau, qui ont circulé à travers des fractures et des fissures dans la croûte terrestre.
À mesure que ces fluides se réchauffent par la proximité de corps de magma ou par des gradients géothermiques, ils deviennent capables de dissoudre une plus grande quantité de minéraux et d'éléments des roches environnantes. Lorsque ces fluides chargés de métaux remontent et se refroidissent ou réagissent avec des roches différentes ou subissent des changements de pression, les minéraux dissous précipitent et se déposent, formant des veines et des gisements minéraux. Ce processus est d'une importance économique vitale car il donne naissance à de nombreux gisements de métaux précieux. Par exemple, la pyrite ou disulfure de fer, un minéral brillant connu sous le nom d'or des fous en raison de sa ressemblance superficielle avec l'or, se forme abondamment dans les gisements hydrothermaux, ainsi que dans les environnements sédimentaires et métamorphiques. Bien que n'étant pas de l'or, la pyrite est souvent associée à des gisements d'or véritable et d'autres sulfures métalliques. La galène, un sulfure de plomb, et la sphalérite, un sulfure de zinc, sont d'autres exemples de minéraux formés par des processus hydrothermaux qui sont les principaux minerais pour l'extraction du plomb et du zinc, métaux cruciaux dans l'industrie automobile, des batteries et de la construction. Les mines de Potosí, en Bolivie, sont un exemple historique et actuel de la richesse générée par les gisements hydrothermaux. Depuis le 16e siècle, l'extraction d'argent de la montagne d'argent de Potosí a été fondamentale pour l'économie mondiale avec des veines de minéraux d'argent formées par la précipitation de fluides hydrothermaux. La même histoire se répète à Cerro de Pasco, au Pérou, où des gisements polymétalliques riches en zinc, plomb, argent et cuivre ont été exploités pendant des siècles, tous produits de systèmes hydrothermaux complexes qui ont agi le long de failles géologiques. Outre la précipitation, l'altération des minéraux préexistants est une autre forme de formation minérale. Cela se produit par des processus d'altération et de métamorphisme. L'altération chimique, par exemple, décompose les minéraux primaires, comme les feldspats, à la surface terrestre, libérant des ions qui peuvent ensuite se recombiner pour former de nouveaux minéraux, tels que les minéraux argileux. La kaolinite, par exemple, est un minéral argileux blanc qui se forme par l'altération des feldspats dans les climats chauds et humides. C'est un composant essentiel du sol et il est largement utilisé dans la fabrication de céramique, de papier et de cosmétiques. Le métamorphisme est un processus géologique qui transforme les roches et minéraux préexistants sans qu'ils ne fondent. Il se produit dans des conditions de température et de pression élevées et, parfois, sous l'action de fluides chimiquement actifs qui agissent à l'intérieur de la croûte terrestre. Ces conditions extrêmes provoquent la recristallisation des minéraux déjà existants ou la formation de nouveaux minéraux à partir des éléments présents dans la roche originale. Par exemple, le marbre, une roche ornementale et de construction très appréciée, se forme à partir de la recristallisation de la calcite dans la roche sédimentaire calcaire sous des pressions et de températures élevées. Les cristaux originaux de calcite dans le calcaire, qui peuvent être microscopiques, se réorganisent et grandissent, donnant au marbre sa texture cristalline caractéristique. Un autre exemple notoire de métamorphisme est la transformation de l'ardoise à travers des degrés croissants de métamorphisme, en philite, schiste et, finalement, en gneiss. À chaque étape, de nouveaux minéraux métamorphiques se forment où les existants grandissent et se réorientent. Des minéraux comme les grenats, qui sont des silicates complexes et très durs, sont des indicateurs clés des conditions de pression et de température auxquelles une roche métamorphique a été soumise. Ils sont utilisés comme abrasifs industriels et, dans leurs variétés les plus transparentes et bien formées, comme pierres précieuses. La staurolite, l'andalusite, la cyanite et la silimanite sont d'autres exemples de minéraux de silicate qui se forment exclusivement sous des conditions métamorphiques spécifiques, agissant comme des thermomètres et baromètres géologiques pour les scientifiques. L'histoire géologique de notre planète est intrinsèquement liée à la formation et à l'évolution des minéraux. Au cours du premier milliard d'années de la Terre, le nombre d'espèces minérales était relativement limité, dominé par les minéraux formés par le refroidissement du magma et les réactions avec l'eau dans un environnement anoxique. Cependant, avec l'apparition de la vie, notamment la photosynthèse, il y a environ 2,5 milliards d'années, la composition de l'atmosphère terrestre a radicalement changé, s'enrichissant en oxygène. Cet événement, connu sous le nom de grande oxydation, a déclenché une explosion de la diversité minérale. L'oxygène réactif a facilité la formation de milliers de nouveaux minéraux oxydés, qui ne pouvaient auparavant pas exister dans un environnement réducteur.
Par exemple, la formation de grands gisements d'oxyde de fer, tels que l'hématite et la magnétite, qui sont les principaux minerais de fer, est directement liée à cette augmentation de l'oxygène atmosphérique. Ces gisements, connus sous le nom de formation de fer rubané, sont une preuve fossile de la photosynthèse précoce et sont cruciaux pour notre civilisation moderne, car le fer est le métal le plus utilisé au monde, constituant la base de l'industrie de l'acier et de la construction. L'activité des plaques tectoniques a également été un moteur fondamental dans la création et la redistribution des minéraux. Le mouvement constant des plaques, avec des processus tels que la subduction, la collision continentale et la formation de dorsales océaniques, crée les conditions de pression, de température et de circulation des fluides nécessaires à la formation d'une vaste gamme de minéraux. Par exemple, les gisements de cuivre porphyrique, qui sont parmi les plus grandes sources de cuivre au monde, tels que ceux de Chuquicamata au Chili ou de Bingham Canyon aux États-Unis, sont associés à l'intrusion de magma et à la circulation de fluides hydrothermaux. Dans les zones de subduction. Dans le cas du cuivre natif ou des sulfures de cuivre, comme la chalcopyrite, leur formation s'étend sur une vaste période géologique. Les plus grands gisements économiquement viables sont souvent associés à des intrusions magmatiques qui ont été actives au cours des 100 derniers millions d'années, en particulier sur les marges convergentes des plaques tectoniques. La formation de ces gisements se produit lorsque le magma monte et se refroidit, libérant des fluides hydrothermaux riches en cuivre et autres métaux. Ces fluides dissolvent et transportent le cuivre, le déposant dans les roches environnantes à mesure que les conditions de température et de pression changent. Ce processus peut prendre des millions d'années, accumulant des concentrations massives de minerais. L'identification des minéraux est basée sur un ensemble de propriétés physiques distinctives, qui sont le reflet direct de leur composition chimique et de leur structure cristalline. La dureté, par exemple, qui est la résistance d'un minéral à être rayé, se mesure avec l'échelle de Mohs, qui va de 1, comme le talc, à 10, comme le diamant. Le quartz, avec une dureté de 7, peut rayer l'acier, tandis que le gypse, avec 2, peut être rayé avec l'ongle. L'éclat, ou la manière dont la surface d'un minéral réfléchit la lumière, peut être métallique, vitreux, résineux, nacré, soyeux ou terreux. La trace, qui est la couleur de la poudre d'un minéral lorsqu'il est frotté sur une plaque de porcelaine non émaillée, est une propriété très fiable, car la couleur de la trace d'un minéral est presque toujours constante, même si la couleur du minéral varie. Le clivage, qui est la tendance d'un minéral à se briser le long de plans de faiblesse définis dans sa structure cristalline, est une autre propriété cruciale. Les micas, avec leur parfait clivage basal, en sont un excellent exemple. D'autre part, la fracture décrit la manière dont un minéral se brise lorsqu'il n'a pas de plan de clivage, pouvant être conchoïdale, irrégulière ou esquilleuse. La densité ou le poids spécifique, la couleur, la transparence ou la translucidité, la forme du cristal s'il est bien développé, et d'autres propriétés moins courantes comme le magnétisme, la réaction à l'acide ou la fluorescence sont des outils indispensables pour les géologues et minéralogistes dans leur travail de classification et d'étude. La présence et l'abondance de ces minéraux ont profondément façonné l'histoire de l'humanité. De l'âge de pierre où des outils en silex et en obsidienne, forme de quartz et de verre volcanique respectivement, étaient essentiels à la survie jusqu'à l'âge du bronze et l'âge du fer qui dépendaient de la capacité humaine à extraire et à transformer les minéraux métalliques, la disponibilité des minéraux a stimulé le progrès technologique. La révolution industrielle, par exemple, n'aurait pas été possible sans le charbon et le fer, extraits de gisements minéraux formés au fil de millions d'années. Aujourd'hui, notre civilisation technologique dépend plus que jamais des minéraux. Le cuivre est le nerf de notre infrastructure électrique et électronique. Le lithium, extrait de saumures riches en minéraux ou de roches pegmatitiques, est vital pour les batteries de nos véhicules électriques et appareils portables. L'or et l'argent, en plus de leur valeur monétaire et ornementale, sont essentiels en électronique grâce à leur excellente conductivité. Le graphite, une forme cristalline du carbone, est utilisé dans les batteries, les crayons et les lubrifiants. Les phosphates, dérivés de minéraux comme l'apatite, sont la base des engrais qui nourrissent une population mondiale en constante croissance. Même le simple talc, un minéral métamorphique extrêmement doux, est utilisé dans une variété surprenante de produits, des cosmétiques et poudres pour bébés, aux lubrifiants et charges dans l'industrie du plastique et de la peinture. Sa douceur et sa capacité à absorber l'humidité le rendent inestimable. Sa formation est liée à l'altération hydrothermale de roches riches en magnésium, comme la serpentine. C'est un rappel que même les minéraux qui ne sont pas des métaux précieux ou des semi-conducteurs jouent un rôle fondamental dans notre vie quotidienne. La recherche et l'étude des minéraux continuent d'être un domaine vibrant et en constante évolution.
Les scientifiques continuent de découvrir de nouvelles espèces minérales, certaines formées dans les conditions extrêmes du manteau terrestre, d'autres lors de l'impact de météorites et même certaines qui sont reconnues comme d'origine biologique. Comprendre comment et où ces minéraux se sont formés nous fournit non seulement une vision profonde de l'histoire de notre planète, mais est également crucial pour la prospection de ressources minérales qui seront essentielles pour les futures générations et pour le développement durable de notre société. La Terre est un trésor géologique et ces minéraux sont les joyaux qui racontent l'histoire de sa formation. Si cette fascinante odyssée à travers le temps géologique et la chimie des minéraux vous a intrigué et a éveillé votre curiosité, je vous invite à rejoindre notre communauté d'explorateurs. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains voyages de découverte, mettez un like à cette vidéo si vous l'avez trouvée informative et divertissante, et laissez-nous vos commentaires avec toute question ou sujet que vous aimeriez que nous explorions à l'avenir. Partagez cette connaissance avec vos amis et votre famille afin que plus de personnes puissent s'émerveiller devant les histoires que la Terre a à nous raconter à travers ses minéraux.